Sonny Sherif, 42 ans, a entamé un combat. Après 14 ans passés en prison pour le meurtre d'une prostituée à Paris, il clame aujourd'hui son innocence et veut obtenir la révision de son procès. Ils se sont trompés avec moi. Ils ont fait une grande erreur. Mais maintenant, moi, je suis père de famille. Moi, j'ai des enfants. Un jour, ils vont lire ça, que leur père a tué une prostituée de 23 coups de couteau. Moi, je veux pas ça. Moi, je fais pas ça pour l'argent, je fais ça pour l'honneur. Mon grand-père, il s'est battu pour la France, pas pour que ses petits-enfants vont en prison pour des choses qu'ils n'ont pas fait. Moi, je suis innocent. Maintenant, il faut qu'ils le reconnaissent. Récemment, le parquet de Paris a autorisé la réouverture du dossier, pour lequel Sonny Sherif a été condamné en 2004 à 18 ans de réclusion criminelle. Les faits se sont déroulés dans la nuit du 21 au 22 novembre 1999, aux portes de Paris, sur un terrain vague. Au petit matin, une dame qui a l'habitude de nourrir les chats du quartier découvre un corps. Elle remarque ce corps à côté d'un matelas. Elle donne l'alerte et les secours qui arrivent sur place découvrent donc ce corps d'une jeune femme, le pantalon en partie baissé et 23 coups de couteau. La victime s'appelle Ginka Trifonova, 19 ans, de nationalité bulgare. Elle se prostituait depuis quelques semaines rue de la Clôture, entre boulevard périphérique et voie de chemin de fer. La brigade criminelle, saisie de l'enquête, effectue les premières constatations, en soulignant l'atmosphère des lieux. S'il existe un endroit où le terme « faire l'amour » semble incongru, nous l'avons sous les yeux. S'il existe un mot pour qualifier un tel lieu, il doit ressembler au terme « sordide ». Le corps de la jeune femme gît entre une palissade et un matelas en putréfaction, au milieu de centaines de préservatifs. Un corps supplicié. Ses mains portent des marques de défense. Le meurtre fait la une de la presse et attire l'attention de Philippe Broussard, qui écrira un livre sur l'itinéraire tragique de la jeune femme. Cette affaire devient vite emblématique du destin des jeunes femmes qu'on appelle à l'époque les filles de l'Est. Sur ces mêmes trottoirs, une centaine de personnes ont défilé en silence contre la prostitution. Tout ce contexte suscite évidemment un émoi très, très important et une indignation sur fond de débats récurrents sur la prostitution et le destin de ces jeunes femmes. La brigade criminelle déploie d'importants moyens. Meurtre d'un rôdeur, d'un psychopathe, règlement de compte dans le milieu de la prostitution. Pendant 3 semaines, l'enquête piétine, jusqu'à l'interpellation à proximité du lieu des faits de Sonny Sherif, un petit délinquant connu de la police. J'étais avec un jeune de mon âge et quelqu'un d'assez vieux en fait qui nous a ramenés là-bas. On avait des projets de s'attaquer à un proxénète et de prendre de l'argent. Mais il nous a ramenés là-bas. Moi, une fois que j'étais là-bas, j'ai vu que ça me saoulait. Je suis retourné dans la voiture. Et puis à un moment donné, je lève la tête et je vois il y a plein de policiers en fait qui me tiennent en joue. La police saisit 3 couteaux dans la voiture. Sonny Sherif, 20 ans à l'époque, est placé en garde à vue à la brigade criminelle. Il avoue rapidement être l'auteur du crime en donnant de nombreux détails. J'ai le souvenir formel d'avoir porté au moins un coup de couteau, sous la poitrine, côté droit. J'étais parti pour la voler, et pas pour la tuer. Je me suis emporté, et je regrette mon geste. Sonny Sherif, né de père inconnu, a eu un parcours chaotique. Placé à 18 mois dans une famille d'accueil, il revient chez sa mère à l'âge de 13 ans. Elle vit dans le 19e arrondissement à Paris, avec son nouveau compagnon, Georges. Là, il avait à peu près la dizaine d'années, là, 10-11 ans. Là. La photo, c'était avec ma mère, donc qu'il appelait mamie.
C'était un bon garçon qui avait besoin de peu d'affection, comme tous les enfants qui ont manqué à un moment. Bon, il avait quand même des réflexes quand on voulait l'embrasser. Tu sais, il avait un recul, tu sais, parce qu'il n'était peut-être pas habitué. Mon père, je l'ai pas connu. Et puis avec ma mère, c'était souvent des clashs. Ça allait pas en fait, parce que j'étais en échec scolaire, je tournais mal, etc. Je refusais l'autorité. Et puis à 16 ans, je suis parti. J'ai fait un peu de bâtiment, je faisais du carrelage, etc. Puis à un moment donné, j'ai tout lâché. J'ai commencé à voler pour pouvoir me payer des chambres d'hôtel, des vêtements. Enfin, c'était des petits larcins, quoi. À 19 ans, il est condamné à de la prison avec sursis pour vol et tentative de vol avec violence. Quelques mois plus tard, il reconnaît le meurtre de la jeune prostituée Ginka. Maître Alexandre Sargologo est son avocat à l'époque. Ce gamin que j'ai connu, qui était un petit délinquant, qui commettait des menus larcins, enfin vraiment une délinquance de basse catégorie, si je puis m'exprimer ainsi, je le mets entre guillemets bien entendu, bah, se retrouve tout de suite, si vous me passez l'utilisation de l'expression, en Ligue des Champions, c'est-à-dire que dossier de la brigade criminelle, une femme qui a été assassinée sauvagement. Et tout de suite, ce qui me frappe, c'est que ça colle pas du tout avec l'image que j'ai de lui, et en tout cas de l'appréciation que j'ai pu faire du personnage. Abyss, rappeur qui a grandi dans le même quartier que Sonny Chérif, aujourd'hui installé en Espagne, se souvient avoir croisé le jeune homme quelques jours avant son interpellation. Nous, au quartier, on sent les gens arriver quand ils deviennent un peu fous, ou quand quelqu'un déprime, on le sent qu'il n'est pas bien, quoi. Et Sonny, non, un exemple, on l'avait vu une semaine avant, 3-4 jours avant, il était bien. Il était super cool, il était comme d'habitude, il était beau gosse, il était bien, il allait voir ses copines. Et hop, d'un jour au lendemain, on entend cette histoire-là. Donc pour nous, on s'est dit, il y a quelque chose qui ne va pas là. Il y a vraiment quelque chose qui ne va pas. Pour ses proches, un délinquant qui ne correspondrait pas à l'homme qui a massacré Ginka. Pour la police, un suspect qui a avoué lors de sa garde à vue. Mais Sonny Chérif affirme aujourd'hui être passé aux aveux sous la pression des enquêteurs. Je suis interrogé par 5 policiers, mais à tour de rôle en fait. J'en ai un en face, un derrière, un sur le côté, un là-bas. Et t'étais où? T'as fait quoi? Tatati, tatata, mais comme ça pendant des heures en fait. Et t'as le commissaire qui vient, qui s'appuie sur mon épaule et qui me dit t'es dans la merde en gros. Et 1 heure après, il revient, il me dit ça a matché, on a retrouvé ton ADN, tu vois. Il me dit on a retrouvé mon ADN sur le corps de la victime en fait. Les enquêteurs ont-ils bluffé? Sur la scène de crime, un morceau de préservatif a bien été retrouvé sous la victime avec une empreinte ADN, mais un ADN inconnu. La brigade criminelle n'a pas souhaité commenter la version de Sonny Chérif. Lui maintient que les policiers ont tout tenté pour le faire craquer. Donc là, il commence à me faire le lavage de cerveau. Tu sais, tu seras pas le premier. Combien de mecs ont pris une cuite et qui se réveillent le lendemain, ils ont tué leur femme ou leur enfant, etc. C'est toi, mais tu t'en souviens pas. T'as des flashs qui vont te revenir. Et puis, à force de me répéter ça, je commence à y croire. Je me dis, ça se trouve, c'est peut-être vrai. J'ai peut-être été bourré et puis je me suis pris à quelqu'un, tu vois. Et ensuite, il me ramène en pleine nuit à rue de la Clôture et avant de descendre de la voiture, il me met le calibre sur la tête. Il me dit maintenant tu vas parler, tu vois. Et moi j'ai eu peur, j'ai dit d'accord, je vais tout vous dire, tu vois. Sur cette accusation de menace avec une arme, la brigade criminelle refuse également tout commentaire. Et puis ils ont fait leur reconstitution tout seuls, ils m'ont parlé d'un matelas, elle était là, t'as fait ci, t'as fait ça. À ce moment-là, je disais ouais à tout, tu vois. Quand on est extérieur à ça, on a vraiment du mal à comprendre qu'on puisse reconnaître quelque chose d'aussi grave que l'on n'a pas fait. Je buvais beaucoup d'alcool, je faisais beaucoup de mélange, et ils m'ont dit t'es pas le premier à qui ça arrive, tu t'en souviens pas, elle a eu un geste sur toi d'agressivité, tu t'es défendu, et t'es parti. Donc voilà comment ils m'ont travaillé la tête en fait. Pour lui, et je sais qu'on en avait parlé aussi à l'époque,
Il m'avait dit qu'il voulait simplement que ça s'arrête. Voilà, je cherchais pas à comprendre. Il s'est fait, mais vraiment éclaté, entre guillemets. Pas physiquement, mais en tant que psychologiquement et intellectuellement, avec les conséquences dramatiques pour lui que l'on connaît. Après 48 heures de garde à vue, Sony Chérif est présenté devant la juge d'instruction en vue de sa mise en examen. Elle était courtoise, etc. On me fait signer des documents, donc moi j'ai les signes et tout, tu vois. Et d'un coup, après, elle change de ton et elle me montre les photos du cadavre, en fait. Et là, je vois ce que j'ai signé, en fait. Et je vois un corps déchiqueté, larté de coups de couteau. C'est pas l'histoire qu'on m'avait vendue, en fait. En plus, j'avais reconnu un coup de couteau, pas 28. Et c'était complètement... c'était un truc de psychopathe. Après, j'ai pu m'entretenir avec mon avocat. Elle m'a dit, j'espère que t'as pas signé. J'ai dit, si, j'ai re-signé encore. Ouais, elle m'a dit, bah, tu t'es mis dedans, en fait. Elle me dit, on peut plus rien faire. Elle me dit, c'est fini. Nous avons contacté la juge d'instruction. Aujourd'hui encore, elle n'a guère de doute sur la culpabilité de Sony Chérif. Ce n'est que 3 mois après son arrestation, en détention provisoire à Fleury-Mérogis, que Sony Chérif revient sur ses aveux. Il explique ne pas avoir tué la jeune femme, mais étonnamment, maintient l'avoir agressée. En fait, je sais pas pourquoi j'ai continué à m'enfoncer dans cette histoire. Honnêtement, je me suis dit, vu que j'ai dit ça, il va falloir que j'arrive à dire un truc qui se ressemble à peu près pour essayer de trouver une échappatoire. Mais plus je faisais ça, plus je m'enfonçais en fait. Et quand je me suis rendu compte que ça marchait pas et que je m'enfonçais encore plus, et puis devant moi, j'étais face à un mur en fait, il n'y avait aucune décharge contre moi. C'était qu'on me chargeait. Bah, j'ai fait des grèves de la faim. Je me suis mutilé, je me suis pendu. C'est les traces que j'ai là, j'en ai sur tout le corps. Hein. Et j'ai eu je sais pas combien de points de suture, j'ai pris des médicaments. C'était pas je voulais mourir, c'était une façon de dire aidez-moi au secours. En 2003, lors de son procès à Paris, Sony Chérif revient cette fois-ci totalement sur ses aveux. Il affirme qu'il n'a jamais agressé la prostituée et que ce soir-là, il dormait chez des connaissances du quartier. Mais celles-ci refuseront de venir témoigner au procès. Son avocat relève lui l'absence de preuves matérielles, pas d'ADN, aucun témoin visuel et des aveux incohérents. Il n'y a eu aucun doute dans mon esprit que c'est l'acquittement qu'il faut plaider dans ce dossier. Il y a des dossiers où le client a envie que vous plaidiez l'acquittement, et puis vous, concrètement, vous allez le voir, vous dites, écoutez, monsieur, c'est pas raisonnable, il y a quand même un certain nombre d'éléments contre vous, etc. Rien de tout cela dans ce dossier. Dans ce dossier, c'est la vacuité totale, le vide sidéral. C'est-à-dire que le seul élément à charge contre lui, la seule preuve qu'il y a contre lui, c'est l'aveu. On plaide l'acquittement, le procureur de mémoire demandait plus de 20 ans, et on se prend 12 ans. 12 ans, c'est voilà, ça veut rien dire. Soit il est coupable et on lui met le maximum, soit il est innocent et on l'acquitte. 1 an plus tard, Sony Chérif comparaît en appel devant la cour d'assises de Bobigny, où il est condamné à une peine plus lourde, 18 ans de prison. Edmond Stenger, aujourd'hui retraité dans l'Est, était l'avocat général qui représentait l'accusation à l'audience. J'avais acquis la certitude, au moment où je requérais, qu'il était coupable. Si j'avais eu le moindre doute, j'en aurais fait état. Il me fait pas une bonne impression. Quand il était dans ses dénégations, il ne regardait pas la cour qu'il devait convaincre. C'était pas crédible, quoi. Quand il disait qu'il connaissait pas la victime. Et donc, je pense que se dégage une ambiance de la cour d'assises, et cette ambiance n'était pas en sa faveur. J'ai des souvenirs comme ça qui me reviennent de ce procès en appel, et notamment du fait que cet accusé s'est retrouvé seul avec ses contradictions, et il était assez facile de le déstabiliser en posant sur la table, si j'ose dire, ses déclarations successives, ses aveux, ses contradictions, voilà. À l'audience,
Edmond Stenger requerra 16 ans de prison, en s'appuyant principalement sur les aveux de Sony Chérif, qui, selon le magistrat, n'ont pu être recueillis sous la contrainte. Je ne pense pas que ce soit là les pratiques d'une unité de police judiciaire qui a quand même une certaine réputation sur la place de Paris. Qu'il y ait des pressions, bien évidemment, c'est les pressions de l'enquête, les pressions de plusieurs enquêteurs qui sont là. On peut peut-être avoir le sentiment d'un certain acharnement, etc. Mais je ne pense pas que Sony Chérif ait été fabriqué par la brigade criminelle. Sony Chérif passe 14 ans en détention. Au cours d'une permission en 2011, il rencontre Joanne, aide-soignante dans le Nord, région où ils vivent aujourd'hui. T'étais tout jeune, hein. On était tout beau. Ça, c'est moi et Sony, à la fin de sa peine. Donc, on voit qu'il était très fatigué. Hein. Elle est prise où, cette photo? Dans le parloir. C'était 2 € la photo. C'est vrai, fallait payer la photo. Après ça, c'était une permission, je sais plus, c'était 24 heures. Entre parloir, téléphone et permission, Joanne et Sony se rapprochent de plus en plus. Mais pour justifier sa condamnation, Sony Chérif lui parle d'un homicide involontaire, d'une bagarre qui a mal tourné, et non du meurtre d'une prostituée qu'elle finit par découvrir sur Internet. J'ai vraiment flippé, en fait. Je me suis dit, c'est pas possible. Et en fait, après, il m'a contacté par téléphone. Et en fait, je lui ai posé la question, tu peux me dire pourquoi tu es là-bas? Il m'a dit, je te l'ai déjà dit. Après, je dis, non, je voudrais que tu me dises vraiment. Et après, ça a fait comme un blanc. Après, il m'a dit, ouais, je pouvais pas te le dire. J'ai été accusé de ça, mais c'est pas moi. Parce que personne ne me croit aujourd'hui. Donc après, au début, je dis, je suis désolé, mais je préfère qu'on coupe. Joanne décide de se plonger dans le dossier judiciaire et finit par être convaincue de l'innocence de Sony Chérif, qui est libéré en 2014. Le couple se marie religieusement. Il a aujourd'hui 2 enfants. Après, c'est vrai que j'avais peur du regard de ma famille. Ta famille, au début, elle n'était pas... Ma famille, ouais, il y en a pas mal qui ont été réticents, qui m'ont un peu tourné le dos. Je suis pas une fille... je veux dire, j'ai toute ma tête. Je suis pas quelqu'un... une groupie de psychopathes, on va dire. Parce qu'il y en a qui ça les fait vibrer, moi non. Est-ce que vous avez senti chez Sony une forme de violence? Non. J'ai déjà poussé à bout. Hein. On a déjà fait... quand on était un peu plus jeune, on a déjà fait des soirées poker où il y avait un peu d'alcool. Des fois, ça se chamaillait. Mais franchement, il fait peur quand il crie, parce qu'il est costaud. Mais franchement, je vous dis, non. On va pas dire la fin de ma vie, mais j'arrive à une période de ma vie où on s'est plus posé, les enfants grandissent. Mais il y aura toujours un truc qui fait que je suis pas bien, en fait, que je vis pas pleinement ma vie, quoi. J'aimerais bien vraiment enterrer cette histoire. C'est trop, ça m'a pris 14 ans de ma vie, quand même. En 14 ans, j'aurais pu faire beaucoup de choses, même si au début, j'étais un petit délinquant, comme on dit, mais j'avais un avenir, quand même. Sur les conseils appuyés de sa femme, en octobre 2020, Sony Chérif prend un nouvel avocat, maître David Curiel, qui, après étude du dossier, identifie des pistes non explorées. Il écrit au procureur pour demander des investigations en vue d'une révision du procès. L'avocat sollicite notamment la comparaison de l'ADN retrouvé sur le préservatif qui était sous la jeune Ginka avec le fichier national des empreintes génétiques qui aujourd'hui comprend 5 millions de profils. Beaucoup plus qu'il y a 20 ans. Je demande également l'audition de tous les enquêteurs qui ont travaillé sur ce dossier de la brigade criminelle. Je demande une nouvelle analyse des scellés, parce qu'on sait bien qu'aujourd'hui, avec les progrès scientifiques, on pourrait retrouver de l'ADN sur ses sous-vêtements, sur un pull, qu'on n'avait pas pu retrouver à l'époque. Je demande aussi et surtout d'entendre le proxénète de Ginka. Il n'avait pas été le cas à l'époque. Il n'a jamais été entendu. Et je demande enfin aussi de faire des investigations
sur un viol qu'aurait subi Ginka quelques jours avant son décès et qui est attesté par ses collègues qui se prostituaient auprès d'elle et qui disent qu'effectivement, elle avait raconté un viol et des menaces de mort si elle venait à raconter ce viol. En juin 2021, le parquet de Paris autorise des investigations, mais sur seulement 2 éléments, l'audition d'un témoin et l'analyse de l'ADN du préservatif, qui ne donne rien. L'avocat de Sony Chérif s'apprête à déposer une nouvelle demande d'acte, notamment sur les scellés. Un combat légitime, selon l'avocat général Edmond Stenger, mais qui peut être aussi, selon lui, celui d'un homme qui se bat avec sa propre conscience. On peut comprendre que quand on a vieilli, on a entamé une nouvelle vie, qu'une affaire comme ça devienne insupportable. Sa conscience refoule quelque chose qu'il ne peut plus, qu'il ne peut pas admettre aujourd'hui. Mais elle peut aussi être insupportable parce que on est innocent. Mais encore faudra-t-il qu'il apporte cet élément convaincant. Tout ce que je peux vous dire, c'est que je n'ai pas l'impression que la justice se soit trompée, malgré toutes les insuffisances qu'on peut relever dans cette affaire, comme dans beaucoup d'autres. La mère de Ginka, que nous avons jointe en Bulgarie, s'est dite très surprise de la démarche de Sony Chérif, qui reste pour elle à ce jour le seul meurtrier de sa fille.